Aujourd'hui, c'est une vidéo qui s'adresse à la fois aux personnes malades qui vivent avec des problèmes de santé chronique, mais également à leur entourage. Puisque quand on vit avec une maladie chronique, on ne cesse de recevoir de la part de son entourage, de la part des gens à qui on expose nos problématiques, des conseils. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurore et je suis psychologue et sur cette chaîne Glyfactory, je vous propose tout un tas de ressources pour mieux comprendre ce que vous vivez, si vous vivez avec des problèmes de santé et mieux y faire face. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une petite revue des 5 conseils qu'on reçoit le plus quand on vit avec une maladie chronique, des 5 conseils ou des 5 réactions qu'on a quand on expose nos problématiques de santé et de pouvoir en parler ensemble. En parler non seulement pour que vous puissiez montrer cette vidéo à votre entourage et leur expliquer pourquoi ces conseils ne sont peut-être pas les plus pertinents et expliquer également ce que vous vivez réellement. Et à la fois, je donnerai quelques conseils également à l'entourage pour savoir comment se positionner face à une personne qui est en difficulté du fait de ses problèmes de santé. Donc on va parler de tout ça. On va un petit peu casser les mythes qu'il y a derrière ces conseils. J'en ai noté 5 que j'ai regroupés, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus, vous me le direz en commentaire. Le premier conseil, quand je vous ai posé d'ailleurs la question sur Instagram pour préparer cette vidéo, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets mon compte ici, c'est de vous dire « Ah oui, mais tu surréagis » ou « t'es trop sensible » ou même le fameux « mais sois raisonnable, c'est pas logique ce que tu es en train de me dire » ou c'est pas si grave, on minimise l'expérience de ce que vous êtes en train de vivre, on vous met finalement la faute que bon bah finalement émotionnellement ce que vous dites ça tient pas la route, vous êtes dans l'émotion et que c'est pour ça que vous dites ça quand vous partagez vos difficultés au quotidien, et la personne va chercher par ses conseils à vous ramener entre guillemets à la raison. Alors ce qui ne veut rien dire, on est d'accord, parce que là vous êtes juste en train de partager une expérience qui est hautement émotionnelle, donc ça n'a rien à voir avec un aspect raisonnable, avec quelque chose de factuel. Mais pour celui qui va vous donner ce conseil, en fait il le fait pas dans le but de nier ou d'invalider ce que vous êtes en train de ressentir, même si quand on le vit, c'est exactement ce qu'on peut ressentir. En fait, lui, ce qu'il est en train de faire, c'est d'évaluer votre situation avec ses capacités cognitives à lui. Et il n'est pas en train de l'évaluer avec un aspect émotionnel, parce que justement, peut-être, possiblement, il y a plein d'explications, mais possiblement, là, ce que vous êtes en train de lui dire, bah, ça va activer certaines émotions chez lui. Et lui, la manière qu'il aura de se rassurer, de se réassurer, c'est de se dire « moi, ça ne peut pas m'arriver ». Parce que moi, je suis raisonnable. Parce que moi, s'il m'arrivait ça, je ferais ça, ça et ça. Et en fait, il va vous donner un conseil qui part de son propre angle de vue, de ses expériences, de ses croyances, de ses capacités aussi, et qui va aussi partir de ses propres insécurités de « et moi, si ça m'arrive, comment je ferais face à ça ?» Eh bien, une façon de se dire « si ça m'arrive, comment je ferais face à ça ?» qui peut être très rassurante, c'est se dire « oui, mais moi, je suis raisonnable, je ne serai pas dans l'émotion comme ça, je serai logique. » Sauf que, et là, c'est la partie qui est intéressante à expliquer à votre entourage, quand on est malade, quand on vit avec des problèmes de santé chroniques spécifiquement, notre corps a du mal à réguler différents processus physiologiques. L'homéostasie, qui est la capacité du corps à rester dans certaines valeurs pour garder l'équilibre finalement et pour faire que tout fonctionne bien, a tendance à avoir des difficultés à se maintenir. Et quand cet équilibre a du mal à être trouvé, eh bien, de manière physiologique, c'est vraiment un processus qui n'est pas qu'un processus psychique, cela va impacter nos émotions et nos capacités de régulation émotionnelle. C'est un fonctionnement automatique de notre système nerveux autonome qui va automatiquement, quand il aura perdu l'homéostasie, activer certaines branches de notre système nerveux qui vont finalement amener possiblement à créer chez la personne qui vit cette difficulté comme une alarme finalement tout le temps dans le cerveau qui nous dit qu'il y a un problème et qui remonte toutes ces informations et qui nous fait ressentir tous ces symptômes et qui en plus des symptômes nous fait ressentir une détresse émotionnelle qui peut être importante. Alors oui, en effet, quand on est dans le dur, quand on est en crise, dans la tempête avec plein de symptômes,
on ne peut pas être raisonnable. On n'est pas raisonnable parce qu'on ne peut pas être raisonnable. Tout simplement parce qu'il y a des zones du cerveau qui sont toutes connectées les unes entre les autres. Et bien, quand il se passe quelque chose qui va énormément perturber notre physiologie, et bien ça va déconnecter finalement les zones du cerveau qui vont nous permettre d'inhiber certaines réactions. Et ces zones du cerveau, c'est justement les zones, alors là je simplifie au maximum, je vulgarise beaucoup, mais c'est les zones qui vont nous permettre d'être raisonnables. Donc dire à quelqu'un, mais tu n'es pas raisonnable, mais tu es dans l'émotion, mais tu es trop sensible, mais tu surréagis, comme s'il avait le pouvoir de faire autrement, ben ça ne sert à rien déjà. En plus, la personne va se sentir encore plus invalidée dans ce qu'elle est en train de vivre. Et ça sera encore plus difficile pour elle. Et surtout, si elle est dans la surréaction, si elle est dans l'émotion, eh bien c'est qu'elle ne peut pas faire autrement en fait. Donc ça ne sert à rien de lui pointer ça, ça ne va pas l'aider. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que personne de l'entourage pour aider quelqu'un qui est finalement là, dans une situation où il est dépassé par son émotion? Tout d'abord, vous pouvez juste l'écouter. Et vous pouvez, très important, valider ses ressentis au lieu de les invalider. Vous pouvez reformuler, vous pouvez expliquer, oui en effet, j'imagine comme ce que tu vis doit être difficile là tout de suite et c'est normal que tu ressentes ça parce que ça fait beaucoup de choses. En fait, l'important, c'est de pouvoir créer un espace où la personne en face se sente accueillie dans ce qu'elle est en train de vivre et ne se sente pas jugée. Et ça paraît peut-être peu, on se dit que ça va pas changer grand-chose, mais je vous assure que pour quelqu'un qui vit des difficultés, ça change tout de savoir qu'il y a cet espace, il y a cette personne à qui on peut se confier, qui peut nous comprendre et ne pas nous juger. Alors, pareil, je reprécise et je le dirai surtout en fin de vidéo, mais si vous vivez avec quelqu'un qui a des soucis de santé, si c'est difficile pour vous, bien sûr, votre rôle n'est pas d'être, entre guillemets, le psy de la personne avec qui vous vivez. On en reparlera à la fin de cette vidéo. Mais là, je voulais juste pointer le fait de ne pas, d'essayer, dans la mesure du possible, de ne pas, par vos propos, invalider l'expérience émotionnelle qu'est en train de vivre l'autre. Parce que si vous la partagez, c'est qu'il est en train de la vivre. Et c'est qu'il n'a pas trouvé comment être raisonnable, comment revenir à la raison. Et vous, votre rôle, c'est pas de le faire revenir à la raison. Votre rôle, ce n'est pas de le rendre rationnel ou de lui trouver des solutions. Et là, on va aller sur le deuxième point, le deuxième conseil qu'on entend beaucoup quand on partage nos difficultés au niveau de notre santé. Ce sont justement tous les conseils à base de propositions de solutions. Comme si la personne savait mieux que vous ce qu'il faut faire. Alors certes, peut-être qu'elle a accès à la raison et qu'elle voit des opportunités et des choses que vous n'avez pas faites. Et quelquefois, oui, en effet, discuter avec quelqu'un d'autre peut ouvrir un autre angle de vue et de nouvelles perspectives qu'on n'avait pas envisagées de manière de se soigner et de manière de se soutenir. Sauf que, il y a façon de le faire. C'est-à-dire, et là je m'adresse à l'entourage, si la personne en face de vous vous demande qu'est-ce que vous en pensez, vous dit je ne sais plus quoi faire, qu'est-ce que je pourrais faire, et vous demande votre avis, là, en effet, n'hésitez pas à le donner. Mais cependant, si la personne vous partage juste ses difficultés et le fait qu'elle est perdue et qu'elle ne sait plus quoi faire et que c'est difficile et qu'elle vous explique ce qu'elle est en train de vivre, la couper en lui disant des « il faudrait » ou « tu devrais » faire de l'exercice, te bouger, faire du sport, peut mieux manger, faire tel ou tel régime, te reposer plus, ou aller voir tel thérapeute, ou reprendre le travail parce que ça te changerait les idées et t'irais mieux. Bon, il y a des conseils qui sont plus bienveillants que d'autres, on est d'accord, mais dès le moment où vous êtes en train de proposer une solution là où on vous en demande pas une, ça peut être très mal vécu par la personne en face de vous. Parce que vous ne savez pas forcément tout ce qu'elle a traversé, vous ne savez pas forcément tout ce qu'elle a testé. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vit avec des problèmes de santé chronique et qu'on n'a pas forcément, enfin qu'on est dans une pathologie, on n'a pas forcément de propositions thérapeutiques, eh bien on a déjà testé tellement de choses et quelquefois on a eu tellement de déceptions également, où on peut être tombé sur des personnes qui n'étaient pas toujours dans la bienveillance. Et quelquefois, de continuer à essayer des choses, ça peut être difficile pour la personne. Et quelquefois, elle a besoin de temps de pause. Elle a besoin de temps où elle arrête de passer son temps à essayer de guérir parce que ça devient son job à plein temps.
de courir à droite à gauche. Et vous, quand vous arrivez, que vous allez lui dire tu devrais, il faudrait, et la majorité du temps, je sais que ça part d'un bon sentiment, mais en fait, ça peut être reçu comme tu n'en fais pas assez. L'idéal, c'est plutôt de commencer par demander à la personne ce dont elle a besoin. En quoi vous pouvez l'aider là, maintenant, dans la difficulté qu'elle est en train de vivre. Et si elle vous dit en effet, je sais plus où chercher, et j'aimerais déléguer ça à quelqu'un d'autre, et là, vous pouvez proposer. En effet, je peux aller regarder, je peux me renseigner, je peux peut-être trouver quelqu'un, je peux peut-être te prendre un rendez-vous, ok. Mais tant qu'elle ne vous le dit pas, vraiment communiquer et demander à la personne ce dont elle a besoin, même si quelquefois c'est un peu flou pour elle, avant de proposer une solution. Et là, on va sur le troisième conseil que j'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, le fait que l'entourage, sans s'en rendre compte, quelquefois va jouer sur la culpabilisation. Alors, ils vont pas forcément vous culpabiliser, mais vous allez ressentir de la culpabilité, parce que dans le discours, quelquefois certains le disent sans se cacher d'ailleurs, on va vous dire oui mais tu fais rien pour changer, en fait tu passes tes journées au lit à te reposer, si tu te bouges pas ça ira pas mieux. Et ça peut être extrêmement violent parce que, une fois de plus, et là je m'adresse à l'entourage, vous ne savez pas ce que traverse la personne, vous ne savez pas ce qu'elle vit, vous ne savez pas ses limitations, vous ne savez pas comme une activité qui vous paraît très simple peut être très coûteuse pour elle, vous n'avez pas vécu son expérience. Vous allez juger, entre guillemets, lire la situation qu'elle est en train de vivre d'une certaine manière, mais qui n'est pas la bonne manière puisque ce n'est pas sa manière à elle, et que de lui dire de se bouger, eh bien en fait, clairement vous, ça va vous dédouaner, mais ça n'aidera pas la personne et ça va la culpabiliser encore plus. Donc, même conseil que tout à l'heure, ne pas hésiter à un moment donné à vraiment communiquer, à demander ce dont la personne a besoin, en quoi vous pouvez l'aider, parce que quelquefois, vous allez vous rendre compte que vous avez l'impression que la personne attend quelque chose de vous, par exemple, attend que vous la rassuriez, ou que vous fassiez qu'elle ne soit plus mal et qu'elle n'ait plus de symptômes. Et puis quand vous creusez, quand vous discutez, vous vous rendez compte qu'au quotidien, en fait, cette personne, elle aurait juste besoin qu'on l'aide dans la vie quotidienne, peut-être de temps en temps en s'occupant de ses enfants, en prenant une journée les enfants, ou en apportant un repas de temps en temps, ou en allant faire les courses, et que ça aiderait tellement plus que de donner des conseils, que d'essayer de la ramener à la raison, ou d'essayer de faire qu'elle se sente mieux là tout de suite. Tout de suite, elle n'est pas bien. Et ça, ce n'est pas votre rôle de faire qu'elle se sente mieux. Alors je sais que quand on voit quelqu'un qui est mal en face de soi, on a envie de lui redonner le sourire et de faire qu'il aille mieux. Et quelquefois, ce dont la personne aurait besoin, c'est un espace où elle peut déposer sa tristesse et déposer son chagrin. Et ça, c'est pas toujours dans vos capacités finalement de tenir cet espace. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, des propos tels que tu fais rien pour changer, ou tu pourrais faire du sport, ou tu ne bouges pas, ou oui mais bon, si tu commences pas à faire des trucs, ça ira toujours mal, ça ne va pas l'aider. Parce que là, tout ce que vous êtes en train de lui dire, elle y a déjà pensé. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle se culpabilise déjà assez d'être dans cette situation. Et quatrième conseil qu'on écoute beaucoup trop, c'est justement tu t'écoutes trop. Tu t'écoutes trop, tu devrais être plus positif, ou tu ne penses qu'à ça aussi. Comment tu vas aller mieux si tu penses qu'à ça, ou t'arrêtes pas de te plaindre? Alors, dites-vous une chose, en tant que personne de l'entourage, c'est que la personne qui vit avec des problèmes de santé chronique et où les problèmes ne sont pas stabilisés, c'est-à-dire où elle ressent beaucoup de symptômes au quotidien, de fortes douleurs, des symptômes qui peuvent être très invalidants, eh bien en fait, c'est pas un choix de s'écouter ou de pas s'écouter. C'est un signal que la personne reçoit non-stop. C'est comme si vous aviez en permanence, alors si vous avez des acouphènes, vous devez le vivre, mais un petit cri strident. Sauf que là, c'est pas juste un acouphène qui fait hi toute la journée. Et désolée pour les personnes qui ont des acouphènes parce que je les aurais activés là avec ma vidéo. Pardon par avance. Mais c'était pour vous donner une petite métaphore. C'est comme une grosse alarme là qui fait danger, danger, danger. C'est comme si vous étiez par exemple, imaginez, tiens, vous êtes au restaurant avec des amis et il y a l'alarme incendie du restaurant qui se met en route. Et ça hurle, ça hurle, ça hurle. Et vos amis continuent à manger, à se parler normalement. Sauf que vous n'entendez que l'alarme, vous les entendez même plus parler. Vous voyez que personne ne fait rien. Qu'est-ce que ça fait? Ça active énormément de stress et d'angoisse, cette situation. Eh bien, quelqu'un qui, par exemple, vit avec des douleurs chroniques, c'est exactement ce qu'il vit. Il peut bien faire comme s'il n'écoutait pas, mais comme s'il n'entendait pas. Il peut bien être positif.
Il peut bien faire ce qu'il veut, cette alarme elle est là. Et comme elle est là, comme ce signal il est envoyé au cerveau, la personne ne peut qu'y penser. Elle n'a pas le choix. On ne contrôle pas ses pensées. Alors quelquefois vous allez vous dire, ah oui si, quand même qu'on contrôle à quoi on pense. Alors oui, comme je vous disais tout à l'heure, quand on a encore assez de marge de manœuvre dans sa physiologie, dans son système nerveux, pour réguler les différents processus, on peut choisir de dire, bah là je vais poser mon attention là-dessus. Sauf que quand on est dans un état où notre fenêtre de tolérance est très réduite, c'est-à-dire que tout va nous activer et qu'on a toutes ces alarmes un peu partout et que le corps essaye déjà de retrouver cet équilibre, eh bien, on n'a pas la capacité de poser son attention ailleurs. Parce que l'attention, elle revient toujours. C'est comme vous quand vous avez un problème et que vous y pensez le soir au moment de vous endormir. Eh bien, vous avez beau vous dire « je vais arrêter d'y penser », plus vous dites « je vais arrêter d'y penser », plus le cerveau il vous ramène ça au premier plan parce qu'il veut que vous puissiez résoudre ce problème. Eh bien, c'est exactement ce qu'il passe. Donc, dire à quelqu'un, tu t'écoutes trop, tu devrais être plus positif ou penser différemment, etc., etc., ça ne sert à rien parce que la personne n'est pas en capacité de le faire. Enfin, dernière chose qui n'est pas forcément un conseil, mais qu'on peut avoir tendance à faire quand on fait partie de l'entourage de quelqu'un qui vit avec des difficultés. Quand il nous expose ces difficultés, c'est de ramener l'expérience à soi. C'est le fameux moi-je. Soit c'est le fameux moi-je, c'est-à-dire que je repars sur « ah oui, moi aussi j'ai vécu ça » ou « moi aussi je connais quelqu'un qui a vécu ça » et puis sinon ça peut être aussi le silence gêné où on a un gros blanc et où on est très gêné, où on essaye de changer de la conversation, etc. Bon, ça revient un peu à ce que je disais sur le premier conseil, c'est-à-dire que souvent on ne sait pas comment réagir. Alors l'idée c'est pas de blâmer la personne qui est en face de vous parce qu'elle fait comme elle peut et que ce fameux moi-je c'est aussi un mécanisme de protection parce qu'on n'est pas à l'aise avec ce qui est en train de se passer. Dans ce cadre-là, tout ce que je vous ai dit tout au long de cette vidéo, essayez de créer un espace d'écoute, d'accueil qui soit dans le non-jugement et dans la bienveillance. Le premier besoin, souvent, c'est juste de se sentir validé, compris, entendu, vu dans ce qu'on est en train de vivre et de se sentir légitime à vivre ça. Parce que souvent, nos ressentis, eh bien, on n'a personne avec qui les partager et on peut se sentir très invalidé par le retour des autres, par la vision de la société sur le handicap et sur la personne malade. Et de pouvoir avoir quelqu'un en face de vous qui dit « je comprends ce que tu es en train de vivre, ça doit être extrêmement difficile, je comprends même si je ne vis pas, j'imagine comme ça doit être compliqué, et tu as le droit de ressentir ça, et tu as le droit de prendre le temps et que ça soit difficile, déjà ça peut faire une grande différence pour la personne qui est en face de vous. Et je sais que c'est difficile parce que vous, en tant que personne de l'entourage qui aimait cette personne, eh bien c'est difficile de voir que eh bien cette personne elle est pas bien et que vous pouvez pas forcément l'aider à aller mieux, mais ce n'est pas forcément votre rôle de l'aider à aller mieux. Votre rôle c'est de pouvoir dire à la personne, si c'est une personne que vous aimez et que vous appréciez, eh bien je suis là. Je ne sais pas forcément comment je peux t'aider, mais je suis là. Dis-moi de quoi tu as besoin et je répondrai présent. Et ça, je vous jure que ça fait une différence phénoménale. Et de même si à un moment donné, ce que je vous disais tout à l'heure, vous vous sentez dépassé parce que la personne en face de vous est peut-être dans une boucle où elle est tout le temps mal, et à chaque fois elle va émotionnellement finalement déverser tout ça sur vous parce que c'est sa seule manière, c'est la seule manière qu'elle a à disposition de se rassurer et elle n'est pas à blâmer non plus, personne n'est à blâmer dans ces situations, et bien à ce moment-là vous avez tout à fait le droit, vous aussi en tant qu'aidant, de lui dire que vous ne savez pas comment l'aider, que vous avez l'impression que ce que vous faites ne l'aide pas parce qu'au quotidien vous sentez bien qu'elle est toujours aussi mal, et peut-être de lui conseiller d'aller voir quelqu'un, de lui dire que vous êtes là, mais que là, vous ne pouvez pas l'aider, et aussi peut-être de partager votre propre expérience, vos propres ressentis, mais sans l'accuser, sans lui dire que c'est de sa faute, parce que c'est la faute de personne cette situation, mais de dire que vous aussi c'est difficile, que vous aussi ça vous touche de la voir comme ça, et que vous pensez que peut-être quelqu'un d'extérieur, la situation pourrait mieux l'aider, ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas présent pour elle. L'idée c'est vraiment d'arrêter de sortir d'une situation où on est l'un contre l'autre, parce que eh bien, quand on est malade, on va reprocher aux personnes autour de nous de pas assez être aidant ou d'être trop jugeant. Et à la fois, l'entourage peut reprocher des choses à la personne malade et on est l'un contre l'autre. Sauf que là, dans la situation, on n'est pas l'un contre l'autre. La problématique, c'est la maladie qui
qui s'est instauré là dans la relation et il faut composer tous les deux avec. Et l'idée c'est de composer ensemble avec et pas l'un contre l'autre. Et l'idée c'est de pouvoir ouvrir un espace où chacun peut dire ses ressentis, ses besoins sans se sentir pointé du doigt par l'autre ou fautif ou culpabilisé ou de trouver qui a tort et qui a raison parce qu'on n'en est pas là du tout. Mais souvent malheureusement dans les relations c'est ce qui s'instaure souvent face à une difficulté. Donc voilà, si vous faites partie de l'entourage, si vous êtes un aidant familial, prenez soin de vous en premier, déjà. Et ensuite, si vous avez la capacité d'ouvrir cet espace pour la personne, ça peut être vraiment très aidant pour elle. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Cette vidéo est partie un petit peu dans tous les sens parce que je ne l'ai pas forcément préparée, j'avais juste noté ce que vous m'aviez dit en story des conseils qu'on voyait le plus souvent. Et puis après, j'ai plutôt improvisé. J'espère qu'elle vous aura été utile. J'espère surtout qu'elle n'aura pas été trop décousue. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce que vous avez vécu également. Et puis aussi, j'espère que cette vidéo va pouvoir vous être utile pour pouvoir la partager à votre entourage sur les petits points que j'ai pu citer sur ces conseils qui sont définitivement pas aidants dans les réflexions que vous pouvez avoir au quotidien. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.